Bien, donc vidéo pour vous expliquer le troisième point du chapitre sur le lien social. Un troisième point qui s'intitule L'individualisation peut provoquer un affaiblissement des liens sociaux. L'idée, en fait, hein, c'est de comprendre que l'individualisme qu'on a montré comme quelque chose de positif, ou le processus d'individualisation, si vous préférez, qu'on a montré comme quelque chose de positif, peut en fait se traduire par malheureusement des situations d'exclusion sociale. Et donc on va travailler sur cette notion et on va essayer de comprendre finalement quels sont les mécanismes qui vont pousser certains individus vers l'exclusion sociale. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'exclusion sociale? L'exclusion sociale, c'est un processus d'affaiblissement du lien social. L'individu perd progressivement les liens qu'il relie aux autres et à la société. Alors pour bien comprendre finalement cette idée-là, on va revenir sur les quatre types de liens qu'on avait définis en début de chapitre, les liens, comment dire, avancés par le sociologue français Serge Pogam, les liens de filiation qui font référence à la famille, les liens de participation élective qui font référence aux amis, aux groupes de pairs, liens de participation organique qui font référence en fait tout simplement au travail, hein. On retrouve ici l'idée de solidarité organique d'Émile Durkheim, et puis les liens de citoyenneté qui rattachent tout simplement l'individu au lien supérieur à tous les autres, c'est-à-dire le lien en lien avec la nation, hein, d'accord. Alors pour le coup, on retrouve ici déficit de protection, hein, c'est le fameux compter sûr, hein, que nous avions dans le premier document du chapitre, et puis déni de reconnaissance qui fait référence tout à fait, tout, tout simplement au compter pour quelqu'un. Voilà, donc à la fois quelque chose, le déficit de protection renvoie à des choses assez matérielles finalement, déni de reconnaissance à des choses plus symboliques, et finalement, bah, si le compter sur et le compter pour s'effritent, et ben, les liens en fait se délitent, s'affaiblissent, pouvant faire basculer l'individu de l'intégration vers l'exclusion sociale. Alors, dans quel cas finalement il y a un déficit de protection en lien avec la famille? Ben, c'est par exemple quand la famille n'est pas capable d'aider financièrement quelqu'un qui est dans le besoin. Et dans quel cas il y a un déni de reconnaissance? Ben, tout simplement, hein, c'est le fait de ne pas d'avoir le sentiment de ne pas compter pour ses parents, par exemple, ou ça peut être aussi malheureusement des mauvais traitements vis-à-vis de l'enfant. Concernant le lien de participation élective, il y a un déficit de protection quand l'individu a finalement très peu d'amis et qu'il est socialement isolé. Il y a un déni de reconnaissance quand les groupes sociaux refusent tout simplement d'intégrer en leur sein un individu. Voilà, donc on ne peut pas penser par exemple au harcèlement moral, hein. Le harcèlement moral, c'est un déni de reconnaissance euh, par les groupes de pairs, en fait, hein, tout simplement, qui provoque moquerie et peine extrêmement profonde pour l'individu qui subit cela. Les liens de participation organique, donc dans quel cas il y a un déficit de protection? Bah, tout simplement quand l'individu n'a pas d'emploi, donc il est situation de chômage, ou alors situation de précarité, c'est-à-dire alternance d'emploi, d'emploi et phase de chômage. Autrement dit, l'individu n'a pas des revenus fixes, constants, et n'est pas autant protégé par notre système de protection sociale qu'un individu qui est en contrat à durée indéterminée. Et puis, délit de reconnaissance, ben, c'est quand il y a un sentiment d'échec dans son milieu professionnel, ou tout simplement un sentiment d'inutilité, c'est-à-dire qu'on a un emploi, il est stable, mais en fait on n'en voit pas le sens. Rappelez-vous, tous ces jeunes, 13% à peu près, hein, des jeunes qui sortent des très grandes écoles, qui repartent ensuite en CAP, boucherie, plomberie, CAP d'électricien, etc. Pour une simple et bonne raison, c'est que ils occupent des postes de manager, de trader, euh, de spécialistes du marketing, mais en fait, ils ne voient pas le sens de ce qu'ils font. Pourtant, ils sont généralement en CDI avec des revenus très, très, très confortables, mais étant donné qu'il y a un sentiment d'inutilité sociale, ben, ils font une reconversion pour aller vers des emplois qui, de leur point de vue, sont plus utiles. Voilà. Donc le travail, hein, c'est pas seulement gagner un revenu, c'est aussi apporter du sens euh, à sa vie. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est très important. Et ensuite, le lien de citoyenneté, donc encore une fois, le lien qui est supérieur à tous les autres, hein, qui nous rattache à l'État, qui nous rattache à la nation. Donc, déficit de protection, bah, tout simplement quand il n'y a pas possibilité, par exemple, de recourir aux aides sociales, hein,
Voilà, c'est quand aussi on n'a pas de papier d'identité et donc de ce fait, on n'a pas possibilité d'avoir, recours, aux aides sociales et puis il y a un délai de reconnaissance. Pensez tout simplement au droit de vote pour des personnes, étrangères, hein. À partir du moment où vous n'avez pas le droit de vote, bah, vous n'êtes pas reconnu, complètement en tant que citoyen. Voilà, donc à partir du moment où, le compter sur et le compter pour ne sont pas respectés avec ces 4 types de liens, bah, on comprend bien que l'individu en fait n'est pas parfaitement intégré dans la société ou dans des groupes sociaux et donc in fine, il peut en fait tout simplement connaître un processus d'exclusion sociale. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans le théorique, on va voir deux explications de ce processus avec deux sociologues différents. Le premier sociologue, Robert Castel, qui va lui parler de désaffiliation et puis ensuite on va reprendre Serge Pogam qui lui va parler de disqualification sociale. Alors je vous invite à lire le document 16 de votre dossier documentaire, hein, euh, qui explique finalement ce qu'on entend par désaffiliation sociale. Donc la désaffiliation, c'est un concept qui a été créé par ce sociologue, Robert Castel, qui est décédé en 2013. Et en l'occurrence, qu'est-ce que la désaffiliation? C'est tout simplement, hein, un processus qui va traduire le passage d'un individu de l'intégration vers l'exclusion sociale. Alors pourquoi Robert Castel utilise le terme désaffiliation et pas directement celui d'exclusion sociale? Tout simplement parce que l'exclusion est un état, hein, c'est quelque chose de figé. Or, ce qui va intéresser Robert Castel, c'est de comprendre le processus qui va faire passer l'individu de l'intégration vers l'exclusion, parce que si on comprend le processus, ça veut aussi dire qu'on peut mettre en place les solutions pour rompre, tout simplement, pour interrompre le processus d'exclusion et donc permettre à l'individu de se réintégrer. Alors, pour tout vous expliquer, je vais utiliser ce petit schéma hein, qui vient de Robert Castel. Robert Castel, en fait, a créé un espace avec deux axes, hein. Concernant l'axe des ordonnées, vous voyez, il y a travail et non-travail. Et finalement, en fait, Castel nous explique que l'individu va s'intégrer quand il a un emploi, mais que c'est insuffisant pour comprendre l'intégration totale. Il faut aussi aller vers les relations sociales. Donc là, on est sur l'axe des abscisses, vous voyez, isolement social et insertion relationnelle. Donc l'individu, en fait, va être parfaitement intégré dans la société quand il est à la fois intégré par le travail et inséré, en fait, par ses liens sociaux. Voilà. Et l'idée, hein, vous voyez, ici vous avez deux zones, une zone de fragilité relationnelle et ici une zone d'assistance avec précarisation par rapport à l'emploi. En fait, c'est ce qu'on appelle aussi des zones de vulnérabilité. Et en fait, l'individu, quand il va se retrouver dans ces zones de vulnérabilité, si on ne fait rien, il risque en fait de basculer tout simplement dans la dernière zone, la quatrième, ici la zone de désaffiliation, c'est-à-dire isolement social et perte d'emploi, et à ce moment-là, l'individu est exclu. Voilà. Donc Robert Castel, si vous voulez, va expliquer deux trajectoires différentes hein, selon les individus pour comprendre le processus d'exclusion, mais il va mettre surtout l'accent des trajectoires d'exclusion par la perte de l'emploi ou par la précarisation de l'emploi. De ce fait, c'est par celle-là que je vais commencer. Quand un individu en fait perd un emploi, il va se retrouver ici hein, dans la zone d'assistance et dans un premier temps, il y a les systèmes de protection sociale qui vont se mettre en place et donc le revenu de l'individu va être temporairement quasiment maintenu, ce qui va maintenir finalement l'individu dans la société. Toutefois, si la situation de chômage dure trop longtemps, ben, ces revenus vont diminuer parce que la protection sociale s'affaiblit hein, avec le temps. Hein, et il peut se passer les choses suivantes. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas d'emploi stable, hein, en contrat à durée indéterminée, première chose, vous êtes exclu du crédit à la consommation. Vous êtes exclu du crédit à la consommation parce que vous n'apportez pas les garanties suffisantes aux banques pour que les banques vous prêtent de l'argent. D'accord. Il est évident que si vous n'avez pas des revenus constants, eh ben, la banque va partir du principe qu'au bout d'un moment, vous n'arriverez plus à rembourser votre crédit. Donc, elle ne vous prête pas. Ça veut dire que vous êtes exclu de la société de consommation de masse, en fait. Hein. Donc, déjà là, on comprend bien qu'il y a un problème d'intégration. Ensuite, vous pouvez être exclu de la propriété privée. Bien évidemment, si les banques ne vous prêtent pas pour la consommation, elles ne vous prêteront pas sur du très long terme pour avoir accès à la propriété. Ensuite, il peut y avoir une exclusion par rapport au logement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun propriétaire, ou quasiment aucun propriétaire, qui vont accepter de vous louer un appartement si vous êtes au chômage, parce que vous n'allez pas apporter les garanties suffisantes, euh, notamment le fait de pouvoir payer votre loyer tous les mois parce que vous avez des revenus constants. À partir du moment où vous êtes en situation de précarité ou au chômage, vos revenus ne sont pas constants et donc de ce fait, ben, le propriétaire va partir du principe que il risque, le risque de ne pas être payé est assez élevé. Voilà. Donc exclusion
de la consommation, exclusion de la propriété, possible exclusion du logement. Et puis, maintenant on va passer sur sur les relations sociales, c'est-à-dire qu'au départ, quand vous vous retrouvez au chômage, encore une fois, vos revenus sont à peu près, hein, équivalents à ceux que vous aviez quand vous étiez en emploi, sauf que cela, ça ne dure pas. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous n'allez plus pouvoir suivre vos amis dans leurs activités, faute de revenus suffisants. Et donc, ce qui risque de se passer, c'est que vos liens amicaux vont commencer à se déliter, à s'effriter. Et là, on comprend bien, en fait, que l'individu commence à basculer vers la zone de désaffiliation, vers l'exclusion sociale. Et, en fait, dernière étape, finalement, de ce raisonnement, c'est la structure familiale. Le dernier filet de sécurité, si rien n'est fait pour que l'individu puisse se réintégrer par le travail, la cellule familiale risque d'exploser pour une simple et bonne raison, c'est que des tensions financières créent des tensions dans le couple, et si les tensions durent trop longtemps, et ben finalement le couple se sépare, peut divorcer, et donc à ce moment-là, l'individu bascule dans l'isolement social, c'est-à-dire à la fois non-intégration par le travail, non-insertion par les relations sociales, et situation d'exclusion sociale. Voilà. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que vous voyez, c'est bien un processus, et ce processus, en fait, l'idée c'est de pouvoir l'interrompre pour, quand l'individu perd son emploi, très vite le remettre en selle, si je puis dire, et le réintégrer par le travail afin qu'il soit de nouveau intégré. La deuxième explication, la deuxième trajectoire possible, beaucoup plus courte finalement en termes d'explication, vous avez un individu qui est socialement isolé, parce que pas intégré dans des groupes sociaux en fait. Cet isolement social va créer tout simplement une situation de mal-être, et ce mal-être va tout simplement rejaillir sur l'efficacité, sur la productivité de l'individu dans son travail. Et donc, vous voyez, hein, ici l'individu est intégré par le travail mais pas inséré par les liens sociaux. Et donc, ce qui va se passer, c'est que si l'individu se sent mal, productivité faible, manque de motivation au travail, et les organisations productives risquent en fait tout simplement de s'en séparer. Autrement dit, l'individu va perdre son emploi et il va se retrouver dans cette zone de désaffiliation, à la fois perte du travail et perte des liens sociaux. Voilà. Donc là, pareil, hein, c'est un processus qu'on peut chercher à interrompre pour refaire rapidement basculer l'individu dans la zone d'intégration quand il est dans une situation d'isolement social. Alors, pour le dire d'une autre façon, de manière assez courte, dans la zone 1, l'individu est parfaitement intégré, à la fois intégration par le travail, insertion par les relations sociales. Dans la zone 2, l'individu est dans une situation de vulnérabilité, c'est celle-là, la zone 2, hein, c'est la zone d'assistance. Dans ce cas, il faut réinsérer l'individu par le travail, réintégrer en fait, pour être plus juste, l'individu par le travail. Les entreprises d'insertion peuvent être une solution, mais ça peut être aussi la création de postes de fonctionnaires, en gros des emplois publics, hein, pour diminuer le chômage et éviter que trop d'individus se retrouvent en fait dans cette zone d'assistance. La zone 3, on est dans cette situation-là, donc intégration par le travail, mais non insertion par les relations sociales. On peut penser au rôle des associations, notamment, hein, pour que l'individu puisse recréer des liens sociaux et se réintégrer complètement à la société. Et puis, la quatrième zone, là où l'individu est totalement exclu. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à cela, Castel va distinguer deux types de politiques, hein, des politiques préventives et des politiques réparatrices. Les politiques préventives interviennent dans ces zones de vulnérabilité. Voilà, donc très vite, quand l'individu devient vulnérable, hop, on trouve les solutions pour qu'il puisse se réintégrer. Et puis des politiques réparatrices pour les individus qui sont en situation d'exclusion totale. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que les politiques préventives sont beaucoup plus faciles à mettre en place que les politiques réparatrices. Il est difficile, en fait, de réintégrer un individu qui est à la fois socialement isolé et en décrochage total par rapport à l'emploi. Bien. Alors, si vous voulez, Robert Castel, sa grande idée, c'est de parler d'insécurité sociale. Cette insécurité sociale vient en fait tout simplement de la précarisation, pour lui, hein, principalement de la précarisation du marché du travail, avec des problèmes d'accès à la propriété, voire au logement, au crédit bancaire, et progressivement délitement des liens amicaux et familiaux. Donc c'est le schéma que j'ai expliqué précédemment. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que Castel va même faire un petit peu d'économie dans ses analyses, c'est-à-dire que la précarisation va se traduire tout simplement par plus d'épargne de précaution, parce que les individus ont tout simplement peur d'être au chômage. Donc plus la précarité augmente, plus l'épargne de précaution s'accroît. Or ça ralentit la consommation, ça ralentit les investissements des entreprises, et donc ça ralentit la croissance économique, et ça crée de ce fait plus de chômage, et donc plus de situations possibles d'exclusion. Donc l'idée en fait, hein,
de Castel. Castel reproche en fait l'évolution de la précarité du marché du travail, le développement des contrats à durée déterminée, le développement de l'intérim. Et puis, si on veut faire référence à 2020, on peut penser encore une fois à tous les jobs Uber, Deliveroo, etc., où vous avez des individus très précaires parce que non, ils ne sont pas salariés et donc ils sont très peu protégés. Et donc, il faudrait limiter cette fameuse précarisation pour limiter en fait les trajectoires en fait d'isolement social. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette précarisation, hein, elle est quand même à relativiser. C'est-à-dire que actuellement, hein, vous avez 13% des contrats de travail qui sont des contrats précaires. Donc ça signifie quand même que la très grande majorité des individus sont des salariés en contrat à durée indéterminée. Ceci étant dit, début des années 80, les contrats précaires, c'était 2% hein, des contrats de travail. Donc on voit que ça a été quand même multiplié par 6 depuis les années 80. Et donc on voit bien, encore une fois, hein, une augmentation importante, hein, on peut le dire, de cette précarité du marché du travail, pouvant justement engendrer ces fameuses trajectoires d'exclusion sociale. Alors, juste une dernière chose là-dessus pour bien enfoncer le clou et bien vous faire comprendre la pensée de Castel. En fait, si vous voulez, l'individualisme, il est positif quand l'individu peut s'émanciper de ses attaches traditionnelles, peut vivre son individualité pleinement. C'est-à-dire qu'en fait, il peut s'émanciper de sa famille, de ses groupes sociaux, des attaches traditionnelles, en fait. Mais ça, c'est possible que s'il y a un filet de protection. Et ce filet de protection, la seule institution qui est capable de l'apporter, c'est l'État. C'est l'État via le système de protection sociale. Et le système de protection sociale en France, il est relié, on en parlera cette année, il est relié en fait à l'emploi. C'est-à-dire que quand vous avez un emploi, vous payez des cotisations sociales, et ce sont ces cotisations sociales qui vont vous assurer, qui vont vous protéger. Et à ce moment-là, vous pouvez vivre pleinement votre individualisme. Le seul problème, c'est que quand il y a précarisation, la protection sociale est moins forte, et donc l'individu n'a plus ce filet de sécurité. Donc il dépend certes moins des attaches traditionnelles, famille, amis, etc., communauté villageoise ou communauté religieuse, mais le problème, c'est que s'il n'y a pas le filet de protection, vers qui il se tourne en cas de grande difficulté? Vous voyez? Il est là le souci. Et c'est à ce moment-là que l'individualisme, en fait, devient quelque chose de négatif. Et c'est à ce moment-là que l'individualisme peut, en fait, se traduire par de l'exclusion sociale. Je m'arrête pour cette première vidéo.